Aujourd'hui, on va explorer un moment vraiment charnière, un véritable carrefour dans l'histoire, le VIe siècle. C'est une époque où, pour le peuple juif, le chemin s'est littéralement scindé en deux, menant à des destins, radicalement différents. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté du monde, en Orient, on assiste au début d'un véritable âge d'or intellectuel. Et de l'autre, en Occident, c'est tout l'inverse. Les restrictions religieuses se durcissent. La question c'est comment est-ce possible? Comment une telle divergence a-t-elle pu se produire exactement au même moment? Eh bien, pour comprendre ça, il faut en fait jeter un œil à la carte géopolitique de l'époque, celle du VIe siècle. Le monde, à ce moment-là, il est partagé entre deux grands empires rivaux. Et tout, absolument tout, dépendait de l'endroit où on se trouvait. On a donc en gros trois situations très différentes. D'abord, l'Empire byzantin, qui est le successeur chrétien de Rome. Là, sous l'empereur Justinien, les lois deviennent de plus en plus restrictives pour les communautés juives. Mais juste à côté, c'est un autre monde, l'Empire perse sassanide. Eux, ils accordent une autonomie culturelle et religieuse assez importante. Et puis il y a l'Occident, avec les royaumes des Visigoths, des Francs. Là, le pouvoir se consolide et les conditions pour les Juifs varient énormément d'un endroit à l'autre. Alors, commençons par l'Orient, là où les choses se passent le mieux. On est au cœur de l'Empire sassanide, dans une région qu'on appelle la Babylonie. Et là, quelque chose d'incroyable est sur le point de se produire, une véritable révolution intellectuelle et spirituelle. Il faut bien mesurer l'ampleur de ce qui se passe. C'est un véritable basculement historique. Jusqu'ici, le cœur battant du judaïsme, c'était la terre d'Israël. Mais là, au VIe siècle, le centre de gravité se déplace. Il passe à la Babylonie, ce qui correspond à l'Irak d'aujourd'hui. C'est là désormais que tout se joue. Bien sûr, un tel âge d'or, ça ne sort pas nulle part. Ça repose sur des fondations très solides. D'abord, il y a ces fameuses académies rabbiniques, Soura, Pumbedita, de vrais phares intellectuels. Ensuite, les communautés sur place sont florissantes, prospèrent, notamment grâce au commerce qui relie l'Orient et l'Occident. Et tout ce savoir, toute cette effervescence, ça se passe en araméen, qui est la langue de l'érudition juive de l'époque. Mais s'il y a une chose à retenir de cette période, la réalisation la plus incroyable, celle dont l'héritage est le plus durable, c'est l'achèvement d'une œuvre littéraire absolument monumentale. Cette œuvre, c'est le Talmud de Babylone. Alors attention, quand on dit livre, c'est réducteur, c'est bien plus que ça. C'est une sorte d'immense bibliothèque, un recueil de lois, de traditions, de débats, qui va en quelque sorte devenir le système d'exploitation de la vie juive pour les 1500 ans à venir. Rien que ça. L'impact de la finalisation de ce texte est colossal. Vraiment, on peut le résumer en 3 points. Premièrement, il devient la référence, l'autorité suprême pour la loi juive, la halakha. Deuxièmement, il structure toute la vie quotidienne, dans les moindres détails. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il crée un héritage intellectuel commun pour un peuple qui est dispersé aux 4 coins du monde. Alors, évidemment, un texte aussi vaste et complexe, il faut des guides pour l'interpréter. C'est là qu'émerge une nouvelle élite intellectuelle, les géonimes. Ce sont les directeurs des académies babyloniennes et leur autorité va être reconnue partout. Leurs avis, leurs décisions vont voyager à travers le monde, de l'Espagne jusqu'en Inde. Bon, ça, c'est pour l'Orient, où tout semble florissant. Maintenant, on change complètement de décor. On part en Occident, dans le monde chrétien, et là, la réalité est radicalement différente. Prenons l'exemple le plus parlant, l'Empire byzantin. Sous le règne de l'empereur Justinien, le climat devient de plus en plus hostile. Il va mettre en place tout un arsenal de nouvelles lois qui restreignent à la fois les pratiques religieuses et les droits civils des Juifs. Et si on regarde en dehors de l'Empire byzantin, c'est surtout l'incertitude qui règne. Que ce soit dans l'Espagne des Wisigoths ou dans la Gaule des Francs, les royaumes sont encore en formation. Du coup, le statut des Juifs est très variable, souvent précaire, et il dépend beaucoup du bon vouloir des dirigeants du moment. Et il y a un autre signe, très révélateur de ce basculement général. Les académies de Galilée, en Terre Sainte, qui avaient été si prestigieuses pendant des siècles, eh bien elles entrent dans une période de déclin. C'est une page qui se tourne, et ça ne fait que renforcer la nouvelle domination de la Babylonie. Donc, pour résumer, on a 2 chemins qui divergent complètement. On pourrait croire que c'est la fin de l'unité. Mais, et c'est là que l'histoire devient fascinante, c'est justement la production intellectuelle de l'Orient qui va, paradoxalement, reconnecter ce monde divisé. Le paradoxe, il est là. Malgré la distance, malgré les frontières politiques, les communautés d'Occident, qui sont de plus en plus sous pression, commencent à regarder vers la Babylonie pour avoir des réponses. Le centre de l'autorité intellectuelle et religieuse, c'est clair pour tout le monde. C'est là-bas que ça se passe.
Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette grande divergence du Xe siècle? D'abord, la Babylonie est confirmée comme le cœur du judaïsme pour des siècles. Ensuite, le Talmud de Babylone devient le texte fondamental pour l'ensemble des Juifs du monde. Enfin, un modèle s'installe. Les communautés en Occident apprennent à s'adapter, tout en se tournant vers l'Est pour le cadre juridique et intellectuel commun qui les relie toutes. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion qui est assez vertigineuse quand on y pense. Comment un texte, finalisé il y a 1500 ans en Babylonie, dans l'Irak actuel, continue-t-il aujourd'hui de nourrir l'identité, les débats et la culture d'un peuple dispersé dans le monde entier? C'est sans doute ça, la force incroyable d'un héritage intellectuel partagé.